Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue autrefois dans notre chaîne Quelles Informations. Aujourd'hui, nous allons faire une formation intitulée La gestion des risques. La formation sera animée par moi-même, Mohamed Zine. Comme vous savez, je suis un ingénieur industriel senior avec 8 ans d'expérience dans le domaine industriel. Je suis actuellement un chef du département qualité, sécurité, environnement dans une société. Je suis notamment un auditeur qualifié pour les deux normes ISO 9001 et ISO 14001 version 2015. Et aussi, je suis un formateur pour tout ce qui est relatif à l'industrie, donc tout ce qui est qualité, production, logistique et gestion de stock, et aussi même la maintenance industrielle. Juste pour faire une introduction, prenons par exemple ce triangle-là, qui représente un projet quelconque. N'importe quel projet, généralement, c'est la satisfaction de trois critères. Premièrement, c'est la qualité. Deuxièmement, le coût. Et troisièmement, le délai. La qualité, c'est-à-dire tout ce qui est relatif au livrable, c'est-à-dire la satisfaction de la qualité d'un produit ou d'un service ou d'un projet. Voilà, pour le coût, c'est tout ce qui est relatif au budget prévisionnel, budget réel d'un projet, etc. Ou bien le délai, et c'est tout ce qui est relatif à la date début, date fin d'un projet. Donc un responsable projet ou bien un chef de projet, c'est le responsable à 100% de l'atteinte de ses objectifs d'un projet. Il essaie toujours d'atteindre ses projets. Pourtant, il y a toujours des perturbateurs qui lui interdit de réussir. On les appelle des risques. Alors pour atteindre ces objectifs, automatiquement, il aura besoin d'un système ou bien d'un processus de gestion ou de management des risques afin de les éviter ou bien les atténuer ou les transférer. Nous allons voir un exemple d'un processus de management des risques. Il se constitue d'un ensemble des étapes. Première étape, on va commencer par l'identification des risques. Comment identifier et définir, déterminer nos risques relatifs à un projet ou bien à un produit, etc. Deuxièmement, l'évaluation des risques. On va évaluer dans la deuxième étape nos risques, après l'identification de ces risques. Troisièmement, on analyse les risques. L'analyse des risques consiste à déterminer quelles sont les causes d'apparition ainsi les conséquences d'apparition de ces risques. Quatrième étape, c'est apporter une réponse face aux risques, c'est-à-dire quelles sont les actions à mettre en place pour éviter, comme nous avons dit, soit pour éviter, atténuer ou transférer ces risques. Et enfin, la cinquième étape consiste à suivre les risques pour voir l'évolution ou bien l'efficacité des actions apportées. Pour la première étape qui est l'identification des risques, il y a plusieurs méthodes et plusieurs procédures peuvent être utilisées pour identifier des risques. Mais dans cette formation, nous allons expliquer deux méthodes. La première méthode, qui est très connue par tout le monde, c'est le brainstorming. Son objectif, c'est d'identifier le maximum des risques à partir de soit des réunions ou bien collecte des données à partir d'un ensemble des personnes qui sont compétentes ou bien qui ont des relations avec le projet. Le brainstorming peut se faire autour des tâches, c'est-à-dire on peut par exemple dans une société collecter ou bien réunir un ensemble des responsables, chaque responsable de service ou bien chaque responsable des tâches, il maîtrise bien ses tâches, ainsi il peut nous identifier des risques relatifs à la tâche ou bien à ces tâches. Ou bien on peut aussi faire le brainstorming autour de l'environnement du projet, soit comme j'ai dit de réunir aussi des personnes compétentes ou bien des personnes relatives au projet. Et on peut identifier les risques soit au niveau ou bien relatif à l'environnement technologique, réglementaire, relatif à l'étude de marché ou bien concurrentiel, etc.
Et aussi à partir de ce qu'on appelle le contexte du multiprojet, c'est-à-dire on peut identifier aussi des risques relatifs à un projet pareil, par exemple le cas où il y a un projet similaire, donc soit on peut identifier nos risques à partir des risques de ce projet, ou bien aussi on peut même considérer l'existence d'un projet pareil comme un risque aussi pour notre projet. Et aussi, donc, on peut identifier des autres risques relatifs à l'organisation permanente de l'organisme, c'est-à-dire on peut avoir des risques relatifs au changement de la stratégie de la société, changement de la direction, par exemple. On peut avoir un organisme où il y a un directeur qui a déjà pris une décision. Ensuite, le changement de ce directeur, donc automatiquement, il peut avoir, ou bien on peut avoir un changement des stratégies, un changement des décisions, etc. Donc ça aussi, c'est un risque sur le projet. Et aussi donc le brainstorming autour des clients et autres parties intéressées, c'est-à-dire on peut à partir des réunions avec les clients, on peut identifier les risques, soit relatifs à un projet, relatifs à un produit, etc. Ou aussi avec des autres parties intéressées, soit internes ou externes, comme par exemple des réunions avec les fournisseurs, des réunions avec le milieu externe, ou bien même avec les salariés, avec le personnel interne, donc ce sont des parties intéressées internes. Et aussi, on peut citer une autre méthode qui est un checklist. Donc, checklist, c'est-à-dire on peut citer plusieurs risques, donc soit par exemple des risques techniques, des risques organisationnels, des risques relatifs au marché, etc. Donc, qui se basent sur le retour d'expérience, donc retour d'expérience des personnes qui ont déjà travaillé même idée ou bien même projet. Et aussi, on finalise par exemple nos projets, on peut citer l'ensemble des risques qu'on a déjà confrontés et l'ajouter pour que les utiliser au cas où on veut étudier un autre projet, etc. Mais il faut juste ajouter ou bien dire que les deux méthodes sont complémentaires, c'est-à-dire même pour élaborer un checklist, on peut utiliser le brainstorming. Donc voilà, ce sont deux exemples de méthodes pour identifier nos risques. Le premier axe, désolé, dans le premier axe, donc il y a la gravité, donc de 1 jusqu'à 4, comme nous avons vu. Et dans l'autre axe qui est relatif aux abscisses, donc il y a la probabilité. Et à partir de ça, on définit une matrice selon les zones. Donc nous avons trois zones. Donc la première zone, voilà, c'est une zone en vert. Donc ce sont des risques qui sont acceptables. Donc c'est une zone où les risques sont acceptables dans le cas où la gravité entre 1 et 3 et la probabilité aussi 1 et 3. Donc voilà. Ensuite, il y a une zone orange, donc c'est une zone d'alarme. Donc dans ce cas-là, lorsqu'on a des risques qui existent dans cette zone-là, donc on essaie toujours de faire des actions. On va voir ça dans l'étape prochaine. Donc pour arriver ou bien pour atténuer ces risques-là. Et aussi, il y a une autre zone qui est en rouge, donc on l'appelle zone critique, donc ou bien une zone inacceptable. Donc ce sont des risques où on doit mettre des actions immédiates, donc voilà, pour résoudre ces problèmes-là. Donc par exemple, supposons qu'on a un risque dont la probabilité 2, donc c'est un risque improbable, et une gravité très importante, donc on le note dans la zone orange, donc c'est-à-dire c'est un risque qui existe dans la zone orange, qui est la zone d'alarme, voilà. Et comme ça, donc lorsqu'on identifie nos risques et les évalue, on doit les mettre dans cette matrice. Ensuite, l'analyse des risques. Donc l'analyse des risques, c'est une étape qui consiste à déterminer quelles sont les causes des risques de chaque risque. Donc pour l'analyse des causes, généralement, on utilise la matrice ou bien le diagramme Ishikawa pour déterminer quelles sont les causes d'un risque. Ensuite, on peut utiliser aussi l'arbre de défaillance ou bien l'arbre cause-effet. Donc voilà, pour déterminer quelles sont les causes
de chaque risque. Et aussi, au niveau de l'analyse des risques, on doit aussi définir ou bien déterminer quelles sont les conséquences de chaque risque sur le projet ou bien sur l'un des facteurs de réalisation ou bien de réussite d'un projet, soit relatif à la qualité, comme j'ai dit, au coût ou bien au délai. Ensuite, l'étape 4, donc lorsqu'on a défini ou bien déterminé les causes et analysé les causes, donc automatiquement on doit apporter des réponses face aux risques, c'est-à-dire on doit mettre des actions pour résoudre ou bien pour soit éviter, atténuer ou bien transférer les risques. Donc on va voir comment ça. Donc généralement pour éviter les risques, donc on doit diminuer la probabilité, c'est-à-dire mettre des plans d'action préventifs donc pour diminuer la probabilité, donc la diminution de la probabilité, c'est-à-dire donc éviter les risques, ou bien atténuer les risques. Dans ce cas-là, c'est diminuer la gravité, donc en mettant des systèmes de protection, donc pour éviter, ou bien pour plutôt diminuer la gravité. Donc dans ce cas-là, on arrive à atténuer les risques. Transférer les risques, donc le transfert d'un risque, donc c'est lorsqu'on a quelqu'un qui est plus compétent ou bien qui maîtrise bien ce risque, on peut soit externaliser ce risque. Par exemple, dans le cas où il y a des non-conformités ou bien des problèmes et des risques relatifs à la santé ou bien relatifs à la sécurité au sein d'un projet, on peut externaliser ces tâches-là ou bien cette mission à une autre société ou bien un autre organisme qui maîtrise bien ça, ou bien on peut aussi utiliser ce qu'on appelle l'assurance, donc pour transférer le risque, donc et au lieu de gérer le risque, donc on laisse les assureurs gérer ce risque-là parce qu'ils maîtrisent bien, par exemple, ce risque, etc. Donc c'est ça, le transfert des risques. Ou bien la gestion des risques, donc la gestion ce sont un ensemble des provisions pour absorber le risque ou bien gérer d'une façon bien maîtriser un risque. Donc voilà, ce sont les méthodes qu'on peut utiliser pour... Voilà, ensuite l'étape qui suit, c'est le suivi des risques. Donc le suivi des risques, déjà c'est l'identification de l'état d'un risque. Donc pour suivre un risque, donc nous avons trois possibilités. Première possibilité, c'est un risque qui est passé, donc c'est déjà passé. Dans ce cas-là, on doit le supprimer parce que c'est du passé. Il y a aussi un état d'un risque actif. Dans ce cas-là, on doit le surveiller par des systèmes ou bien par des méthodes, etc. Et aussi des risques latents ou bien des risques futurs. Donc, on doit mettre un système d'observation à loin, ou bien sûr d'observation d'un risque pour éviter l'apparition de ce risque-là. Donc, généralement, parmi les méthodes de suivi d'un risque, je ne sais pas, par exemple, faire des audits, on peut faire des vérifications, etc. Donc des systèmes de détection, etc. Donc c'est un ensemble des méthodes pour suivre un risque. On va voir ça en détail dans la prochaine vidéo parce que nous allons organiser voilà, un exemple, bien une étude de cas d'un registre de risques et comment les analyser. Donc dans ce cas, dans cette vidéo-là, ou bien dans la vidéo prochaine, on va voir donc quelques exemples des méthodes de suivi et de surveillance. Et voilà, donc on arrive à un tableau de bord d'un risque. Donc par exemple, voilà, dans la première colonne, donc nous avons cité l'ensemble des risques. On peut par exemple donner des codes pour chaque risque, etc. Ensuite, nous avons l'évaluation pour déterminer quelle est la gravité, donc ce qu'on a vu déjà dans l'évaluation, la probabilité aussi, et on calcule la criticité. Ensuite, on détermine quelles sont les causes d'apparition de ce risque ou bien euh, de ce risque-là, et ensuite les conséquences sur le projet. Et enfin, le plan d'action. On ajoute aussi ce qu'on appelle le risque résiduel, c'est-à-dire après la mise en place des actions, automatiquement il y aura un changement au niveau de la gravité et au niveau de la probabilité pour, voilà, pour réévaluer le risque et savoir est-ce que le plan d'action est efficace ou non. Donc on ajoute dans le risque résiduel donc G', donc gravité, probabilité aussi, le résiduel, et la criticité résiduelle. Donc voilà. On peut ajouter des autres
colonnes. Donc, par exemple, la priorité d'un risque, la priorité de l'action, etc. Donc, on va voir ça en détail dans l'application ou bien dans l'étude de cas. Donc, voilà, nous avons arrivé à une petite formation pour gérer ou bien comment manager un ensemble des risques d'un projet ou bien d'un produit ou bien d'un processus. Donc c'est une méthode qui est très utilisée, on peut même l'utiliser dans la nouvelle approche relative à l'approche des risques dans la norme ISO 9001 version 2015. Donc, comme j'ai dit, c'est une méthode qui est très utilisée pour gérer un risque, soit au niveau d'un projet ou même dans notre système management de qualité. Donc, vers la fin, je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir nos vidéos. Et merci à tous.